On se retrouve en direct dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Coralie Dupost, députée de La République En Marche, Jean-Claude Dacier, Karim Zerebi et Alexandre Devecchio du Figaro. On a évoqué Alençon, on va parler de Lyon et du quartier de la Duchère où les policiers se sont fait tirer dessus il y a quelques jours, mais aussi Angoulême, petite ville par exemple, où le quotidien des riverains est littéralement miné par les rixes entre jeunes. Ça dure depuis des mois et personne n'arrive à y mettre un terme. Écoutez ces explications de Jérôme Rampenou et Kinson. Les rues d'Angoulême sont régulièrement en proie à des rixes entre groupes de jeunes âgés entre 12 et 16 ans. Ils se défient sur les réseaux sociaux, selon Sébastien Seguin, syndicat Alliance Police Angoulême. Ils sont arrogants, ils sont véhéments, il n'y a plus de respect, même pour l'uniforme, la peur du policier ou du gendarme n'existe plus. Pour le maire d'hiver droite de Soyaux, François Nebout, c'est un problème de prise en charge. Ces phénomènes s'aggravent et je pense qu'on a un véritable problème de prise en charge de ces petits délinquants qui sont identifiés, qui sont souvent, après chaque acte de délinquance, retrouvés, relâchés aussitôt et qui recommencent le lendemain. Depuis le début de l'année, 369 procédures anti-stup ont été engagées. Magali Debatz, préfète de Charente, prône la pédagogie. Au-delà de l'approche sécuritaire, ce qui est important également, c'est d'avoir une approche plus sociale. On fait du périscolaire, on fait de la médiation scolaire, on fait du soutien à la parentalité. Toutes ces actions sont absolument indispensables. Les rivalités entre quartiers sont difficiles à éteindre. Ces derniers jours, 9 jeunes de 12 à 17 ans ont été placés en garde à vue pour des faits d'extorsion avec arme contre un adolescent de 16 ans. Voilà, des jeunes de 12 à 17 ans, Jean-Claude Dacier, et une ville pareille. On parle d'Angoulême, on parle d'Alençon, on ne parle pas de Marseille, on ne parle pas de Seine-Saint-Denis, on parle de petites villes. Il faut essayer, moyenne ville, par des actions de pédagogie, des actions sociales, de parler à la famille, essayer de leur faire reprendre le bon chemin. Mais honnêtement, je suis assez pessimiste. Ils sont tous âgés. Ce sont certes des mineurs, mais des mineurs qui ressemblent à des majeurs. Ils utilisent maintenant des armes à feu pour obtenir satisfaction, se livrent à des batailles qui n'ont plus aucun sens entre quartiers. Encore une fois, évidemment, c'est facile de réclamer la fermeté et le durcissement des sanctions, mais je crois très honnêtement qu'au stade où nous en sommes arrivés ici et hélas dans de nombreux endroits en France, s'il n'y a pas une claire politique de fermeté mise en œuvre par le garde des Sceaux et par la justice dans son ensemble, on n'y arrivera plus. Je crains que ce soit trop tard. Je voudrais de tout cœur me tromper. Je crains, hélas, d'être dans la vérité et que s'il n'y a pas l'exemplarité de sanctions nécessaires au stade où ils en sont arrivés, on n'en sortira pas. C'est mon point de vue. Alors, comment s'occuper de la délinquance des mineurs ? Explication du commissaire David Lebars, qui était mon invité ce matin. Ce genre de fait était assez courant dans des quartiers dits difficiles, ceux dans lesquels j'ai travaillé notamment. On peut citer la Seine-Saint-Denis, les Bouches-du-Rhône. L'exemple d'Alençon, c'est la démonstration que le trafic s'est répandu en France, y compris dans des petites villes, que les méthodes des trafiquants se sont répandues, que les traquenards se répandent, que les agressions pompiers-policiers se répandent. Et on est sur un problème d'une délinquance, d'une frange de délinquance, qui est souvent d'ailleurs, pour les violences urbaines, celle des mineurs. Et c'est un des sujets de sécurité importants, c'est cette délinquance des mineurs qu'on n'arrive pas à juguler. Coralie Dupost, vous êtes députée de La République En Marche. La réponse de la justice par rapport aux mineurs, elle reste encore assez faible. Vous avez mis en place un certain nombre de dispositions, notamment le fait que cette réponse va s'articuler en 2 temps. Le premier temps, on signifie la sanction et après, on la met en œuvre. Mais il se passe des semaines entre les deux. Comment un mineur peut-il comprendre que la sanction elle va s'articuler en 2 temps ? Alors, ce qui a changé, et je pense que c'est important, et c'est là où le garde des Sceaux voulait justement durcir la politique pénale, notamment à l'endroit de la délinquance mineure, c'est cette possibilité et cette facilitation de la comparution immédiate et du traitement très rapide du traitement de la situation. Parce qu'avant, vous pouviez avoir entre les faits, le moment où vous êtes attrapé et le moment où vous êtes jugé en procédure, vous pouviez avoir plusieurs mois, voire une année qui passaient. Et alors là, quand vous avez 14 ans et que vous passez à 15 ou 16 ans, vous imaginez ce qui peut se passer au milieu. Donc déjà, d'arriver sur une immédiateté, c'est tout de suite marquer le coup et tout de suite montrer que l'État réagit, l'État est présent, l'État réagit. Comme le disait la préfète, la solution, elle doit venir de plusieurs endroits. Il faut évidemment une réponse immédiate de l'État, évidemment une politique pénale très présente. Et puis après, ils sont quand même très jeunes. Il faut tenter, à un moment donné, par différentes solutions. Alors,
sais pas s'il faut parler les d'activité rééduquer. périscolaire. Je pense qu'activité périscolaire, c'est pas franchement le meilleur des termes. Voilà. Mais il faut effectivement aussi aller pallier ce que nous disions juste avant, un défaut de projection quand même dans l'avenir, parce qu'il semble manifestement qu'il y ait une incapacité à se projeter dans l'avenir, une capacité à s'imaginer autrement que dans cette situation de délinquant. Moi, je voudrais dire quand même aussi à ces jeunes, vous avez, j'entends, entre 12 et 17 ans, mais enfin, devenir un homme, devenir une femme, c'est pas ça. Devenir un homme, devenir une femme, affirmer une virilité, c'est pas aller agresser des gens. Affirmer une masculinité, c'est pas ça. La vie, elle est quand même pleine de possibles. Vous devez avoir des projets à votre âge, vous devez avoir des rêves, vous devez avoir envie de vous battre pour votre avenir, pas contre quelqu'un. Vous passez à côté de l'essentiel de la vie alors que c'est le moment où vous êtes en train de vous déterminer. Donc moi, je voudrais aussi que collectivement, on invite ces jeunes à réfléchir parce qu'ils ont une mauvaise idée de ce que c'est qu'être un homme. Absolument. Juste un mot, parce qu'on sait que vous avez subi une agression il y a quelques jours, violente, en plein cœur de Paris, brutale, pour voler. Comment est-ce que vous allez? Et est-ce qu'encore une fois, les auteurs des faits qui vous ont touché ont été interpellés? Alors, je vais mieux, je vous remercie Laurence. Je vais beaucoup mieux aujourd'hui, grâce notamment au suivi médical et policier tel qu'il existe en France. Je trouve qu'on a un système de grande qualité. Je sais que les enquêteurs travaillent, je leur fais confiance et j'espère qu'ils réussiront évidemment à aller au bout de cette enquête. Et j'aurai des questions à poser à mes agresseurs s'ils sont trouvés. C'est en votre qualité de député que vous avez été agressé ou pas du tout? Non, je ne pense pas que ce soit une agression politique, je pense que c'est une agression... gratuite comme... Oui, comme ça arrive à beaucoup de Français, fortuite. Dû probablement à j'imagine, je ne peux qu'imaginer, je n'ai pas eu de dialogue avec mes agresseurs. J'imagine que c'est pour des causes sociales, de grande précarisation, avec du fantasme sur ce qu'on peut imaginer d'une bourgeoisie à la française. Et je pense qu'ils ont tort, je pense qu'ils se trompent. Moi, j'ai travaillé pour payer mes études, en grande partie. Là où je suis aujourd'hui, je le dois à mon labeur, à mon sérieux, à mon engagement. Et à beaucoup de chance dans les rencontres que j'ai faites dans ma vie et la confiance qu'on m'a accordée. Et la vie, c'est fait de ça. La vie, c'est fait de travail, c'est fait de sérieux, c'est fait de détermination. Et c'est aussi la capacité à répondre oui quand quelqu'un, d'adulte ou de plus avancé dans la vie que vous tend la main. Et on ne progresse pas dans la vie en passant son temps à détruire. Il faut cesser avec ces images qui sont parfois colportées par les réseaux sociaux, parfois colportées par certains films ou séries. Cela est faux. Merci. On referme la parenthèse personnelle. Karim Zerbi, sur la réponse sur les mineurs. Oui, je crois qu'on a un double problème qui est structurant et qui n'est pas réglé à la fin de ce quinquennat et qui ne l'a pas été par les quinquennats précédents. Un, c'est la délinquance des mineurs. Nous avons 50 centres d'éducation renforcés dans notre pays. Il y a 99 départements en métropole. Il faudrait à minima un centre par département parce qu'on voit bien que la délinquance des mineurs ne touche plus que les grandes villes. Elle touche les villes moyennes, et des petites villes aussi. Alençon, 27 000 habitants. Cavaillon, dont nous parlions il n'y a pas si longtemps, 24 000 habitants. Donc, on a besoin d'une réponse immédiate, pénale, pour ces mineurs. Et puis, le deuxième sujet, c'est les multirécidivistes. 5% des multirécidivistes, c'est plus de la moitié des actes de délinquance. Donc, c'est pas normal. 5%, la moitié des actes. Oui, il faut bien c'est pas normal. Des chiffres. 5%, c'est 50% des actes de délinquance. Il y a cette forme de, je dirais, de peur qui n'existe pas pour les multirécidivistes. Je commets un acte de délinquance, et c'est David Lebars qui nous le disait. Parfois, il a vu les gens 30, 40 fois récidiver. Ça veut dire que notre réponse n'est pas suffisamment forte et convaincante. Donc si on n'apporte pas une réponse à cette délinquance des mineurs, on a une spirale qui peut se mettre en place du côté de ceux qui sont influencés par des petits caïds. Donc il faut prendre des mesures d'éloignement, des mesures de redressement éducatif, mais fortes, avec des centres fermés, dignes de ce nom, les éloigner des quartiers, donc qu'ils ne les gangrènent plus et que les gamins ne puissent pas vivre sous le joug de ces caïds. Et deuxièmement, les multirécidivistes, une réponse plus forte, plus ferme de la part de la justice. Mais les fonctionnaires de police, croyez-moi, font leur travail dans des conditions extrêmement difficiles. Et moi, je vais vous dire, on n'a pas énormément de bavures dans notre pays, Dieu merci, parce que le code des déontologies est respecté. Et quand il y en a, elles sont sanctionnées, à raison. Bien sûr, ils sont sanctionnés à raison, mais il faut quand même se dire que vous vous rendez compte les guet-apens dans lesquels les fonctionnaires de police se trouvent souvent. Donc dans d'autres pays, ils sortiraient leurs armes pour moins que ça. Donc moi je veux saluer aussi ce sang-froid, ce courage, ce professionnalisme de la part de nos forces de l'ordre. On ne le dit pas assez. Donc ils font face quand même à des risques quotidiens et qui maîtrisent la situation. Donc il faut les aider, il faut les accompagner, il faut leur permettre de se former. Et encore une fois, moi je ne lâcherai pas.
il faut plus d'effectifs pour prévenir et dissuader. Si on doit réprimer, il faut réprimer, mais en amont, on a la prévention et la dissuasion par la présence humaine. Du bleu dans nos villes, du bleu dans nos quartiers. Les habitants des quartiers populaires y ont droit comme les autres. Et le réclame. Alexandre Devecchio, sur les mineurs. Moi, oui, plus d'effectifs, je suis d'accord. Et je pense que la droite a commis une erreur, je le répète à chaque fois, avec la réforme générale des politiques publiques qui a consisté à supprimer un fonctionnaire sur 2, mais sans sélectionner. Il y avait sans doute des fonctionnaires à supprimer dans la bureaucratie, mais pas dans la police, dans la santé, dans l'armée et ailleurs. Donc ça a été dans la justice, ça a été une erreur. Et voilà, revenons à la justice. Il y a sans doute un problème d'effectifs, mais il y a aussi sans doute un problème d'idéologie, il y a un problème de non-application des peines, parce qu'en réalité, la politique pénale est assez sévère. Les peines prononcées sont sévères. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas exécutées. Donc il va falloir se donner les moyens de les exécuter. Pour les mineurs, où là, il y a un peu plus de laxisme, il y a vraiment un changement idéologique. On n'a pas affaire peut-être aux mêmes mineurs qu'autrefois. Donc il faut avoir des sanctions différentes. Il faut qu'il soit ces sanctions, là encore, même si c'est pas un enfermement en prison tout de suite, il faut que ce soit appliqué. Si c'est un centre éducatif fermé, eh bien, il faut qu'ils y aillent. Si c'est des travaux d'intérêt généraux, il faut que ce soit appliqué. Et moi, j'insiste sur la responsabilité parentale tout de même. Tout à l'heure, on a parlé de ces territoires, de ces zones conquises. Appelons un chat un chat. Si on veut les reprendre, il faut aussi que la peur change de camp, mais à l'intérieur de ces zones-là, et que certaines familles soient mises face à leurs responsabilités et qu'elles opèrent elles-mêmes un contrôle social sur leurs enfants, sur leur voisinage. C'est comme ça que ça se passe aussi, et ça se passera que s'il y a une crainte d'être expulsé, une crainte d'avoir des soucis avec la justice. Donc c'est un énorme chantier, mais qui nécessite en premier lieu, certes un arsenal législatif, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi une révolution culturelle. Je pense qu'il faut penser différemment. Est-ce qu'on est capable de la faire, cette révolution? Alors Karim, et après Coralie. Mais je pense que sur la question de la famille, il ne faut pas d'automaticité. Chaque cas est différent. Bien sûr. Donc, vous avez une maman qui élève ses enfants tout seul. Admettons qu'elle en ait 2 ou 3. Ça va bien se passer pour 2 gamins. Il y en a un qui a 17 ans. Il fait une tête et demie de plus qu'elle. Vous allez aller chercher la maman et l'expulser, en faire une SDF alors qu'elle se lève, elle travaille, elle a bien élevé 2 enfants sur 3. Non, c'est celui qui a 17 ans qui a fait des conneries qu'il faut sanctionner fermement. En France, ça n'existe pas, Karim, ça n'existe pas l'automaticité des peines, et les juges ne sont pas du genre à expulser n'importe qui. Donc, il y a quelques expulsions locatives. C'est pour ça que je précise que la mesure qui consiste à dire toujours, tout de suite, il faut s'attaquer à la famille, aux responsabilités parentales et à expulser ces familles des logements sociaux, ça n'est pas une réponse qu'il faut appliquer automatiquement. Chaque réponse est différente. En revanche, quand vous avez une famille avec des gamins de 10 ans qui sont à minuit dehors, qui cassent des voitures et qui ne sont pas éduqués, là il y a une responsabilité parentale à pointer avec des mesures, peut-être on prend les allocations familiales, on ne les enlève pas. On les gère en éloignant l'enfant parce que la tutelle familiale n'est pas en mesure de l'éduquer. Il y a des mesures à inventer, mais encore une fois, il ne faut pas qu'elles soient automatiques, il faut faire du cas par cas. Et oui, il faut de la fermeté pour rappeler les parents à leurs responsabilités. Mettre des enfants au monde implique des responsabilités. Ce message, il faut le faire passer, mais pas certainement en expulsant des gens de leurs logements sociaux pour en faire des SDF. Ça ne réglerait pas le problème, ça ne ferait que l'aggraver. Caroline Dubost. Oui, je suis plutôt sur la ligne de Karim. Je pense qu'effectivement, il faut à minima avoir un discours sur la parentalité et qu'est-ce que ça engage que d'être parent, qu'est-ce que ça implique, etc. Et sur l'autorité dans la parentalité, c'est nécessaire. C'est une bonne chose, l'autorité dans la parentalité. Il ne faut pas que les parents soient effrayés avec ça, bien au contraire. On refait le B.A.-ba, quoi. Ouais, mais allons-y, s'il faut refaire le B.A.ba, allons-y, faisons-le. C'est le travail de l'État. Moi, je sais qu'à Montpellier, dans certains de nos quartiers populaires, il y a l'école des parents après l'école des enfants le soir, et ça marche bien. Donc, il n'y a pas qu'à Montpellier, à Lunel, je sais qu'ils ont mis en place aussi une action, et ça fonctionne. C'est-à-dire que des parents viennent, demandent conseil et les appliquent. Donc, si ça fonctionne, déployons, pourquoi pas, des maisons des parents, si ça peut aider, allons-y. Il faut mettre, évidemment, le paquet. Je ne suis pas favorable à la sanction collective parce que je crains qu'elle génère encore plus de difficultés, encore plus de violence et qu'elle soit vécue comme une escalade. En revanche, poser des outils pour réapprendre les fondamentaux s'ils ont été oubliés, pourquoi pas? Oui. Et puis vraiment, déconstruire, il va falloir quand même s'attaquer à déconstruire ce modèle de violence comme une façon de se réaliser dans la vie. Oui, et ça paraît être fort, mais il faut le dire, vous êtes faible. Quand vous faites ça, vous êtes faible. Quand vous adoptez ce type de comportement dans la vie, vous allez en réalité vers la facilité.
ce n'est pas ce qui va vous rendre digne. Il faut aussi venir abîmer l'image. Jean-Claude, un mot là-dessus. Je souhaite que vous ayez raison, mais je pense qu'ils vous répondront qu'il vaut mieux faire du trafic de drogue et gagner quelques milliers d'euros tous les jours plutôt que d'aller bosser en usine. Mais enfin, on peut toujours rêver. L'image de soi on peut toujours rêver. Dans la glace. Oui, on paye, Attends, Jean-Claude et après. Non, mais un mot, je trouve qu'on paye d'une politique qui n'est pas nouvelle. Vous n'êtes pas responsable, pas plus que le président actuel. Ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on se raconte des histoires et qui est au cœur notamment de la magistrature, pas seulement, mais les intellectuels ont dit leurs mots aussi depuis des années. Mais au cœur de la magistrature et au cœur de l'administration pénitentiaire, vous aviez une philosophie qui consistait à dire qu'au fond, les agresseurs sont des victimes, eux aussi. Il y a que des victimes dans ce pays, et que les agresseurs sont des victimes de la crise sociale, victimes des difficultés de tout genre qui peuvent s'abattre sur les familles, et que les mettre en prison ou les sanctionner d'une manière ou d'une autre, ça produirait des effets plus dommageables et plus risqués et plus dangereux que de les laisser là où ils étaient. Ça fait 30 ans qu'on laisse les choses se dégrader tout doucement, on a le résultat aujourd'hui. Refaire le terrain perdu, c'est possible, mais il va falloir une sacrée fermeté. Et un sacré courage politique. Ce qui est vrai, c'est qu'en matière de doctrine, il faut avoir aucun tabou, il faut tout poser sur la table. Oui. Moi, j'ai occupé un poste de direction dans un groupe d'habitat social. Et j'avoue avoir été effaré à l'époque. Ça fait, une dizaine d'années. J'espère que la mesure n'est plus en cours. J'ai été effaré de constater que lorsqu'il y avait une famille qui posait problème parce que des enfants délinquants, on la sortait de l'ensemble de logements sociaux pour lui trouver un lieu plus agréable, éloigné, type une maison réhabilitée, en se disant qu'on allait éloigner la famille. Je suis désolé de vous le dire, j'étais choqué à l'époque. Et je me disais, mais comment ? Moi, j'ai vécu dans un quartier. Et je considérais qu'il faut, au contraire, faire jouer les mécanismes de méritocratie républicaine. Quand une famille élève ses enfants dignement, c'est elle qu'il faut récompenser. Et il ne faut pas proposer effectivement une petite villa à ceux effectivement qui sont délinquants. J'ai été choqué. J'espère que cette forme de doctrine, d'idéologie, a changé et que maintenant on a envie quand même, donc dans ces ensembles sociaux, de récompenser, de donner une prime à l'éducation, à la rigueur, à l'exigence, parce qu'encore une fois, élever ses enfants dans ces conditions-là, ça n'est pas facile. Donc il faut aussi reconnaître les parents qui le font. Ils sont nombreux, remarquablement bien.